Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je suis explosé. J'ai passé là, j'ai passé 2-3 jours là entre essayer de lire toutes les nouveautés et faire les vidéos, ça a été compliqué. Enfin bref, j'espère que ça se voit pas trop quand même à la caméra, mais pas facile de garder les yeux ouverts quand même. Comme vous avez déjà pu le voir, cette semaine, ce qui est habituellement regroupé en une seule vidéo est divisé en deux parties. Donc aujourd'hui, nous allons voir uniquement les nouveautés de la semaine du 30 avril au 6 mai 2018. Beaucoup plus de nouveautés que la semaine dernière, mais cette fois-ci moins qualitatives je trouve. Enfin bref, ce n'est que mon avis, on va revoir ça après. Je rappelle que tous les mangas que vous allez voir aujourd'hui sont bien évidemment prêtés par la librairie Bulle de Papier en centre-ville de Brive-la-Gaillarde. Encore une fois, merci à eux. On va donc commencer sans plus tarder, c'est parti. Pour commencer les nouveautés de la semaine, on attaque avec la sortie du tome 1 aux éditions Akata de A Romantic Love Story. On va suivre les aventures de Futaba, une jeune femme de 32 ans qui est mangaka. On va voir qu'elle a essayé de faire plusieurs mangas sur des sujets de société et ça n'avait pas forcément fonctionné. Et contre toute attente, son dernier manga en date fonctionne grave et a même été adapté en animé. Cependant, le problème c'est que ce n'est pas elle qui a choisi le sujet du manga, ça a été imposé par son éditeur. Et le problème c'est que c'est un sujet qu'elle ne maîtrise absolument pas, ou qu'elle regarde avec un œil méprisant on va dire, puisque le sujet de son manga c'est les relations amoureuses. Futaba en 32 ans d'existence n'a jamais séduit un homme, mais pire que ça, n'a jamais été amoureuse ni d'un homme ni d'une femme. Elle n'a jamais ressenti de sentiments amoureux pour qui que ce soit, et du coup ça fait un petit moment qu'elle se pose des questions quant à son orientation sexuelle, voire plutôt de quel bord elle est. Et le manga est assez intéressant puisqu'il soulève des questions concernant les genres sexuels et les a priori que les gens peuvent avoir vis-à-vis de ça. Par exemple, dedans, une question qui revient fréquemment, c'est pourquoi une femme doit-elle forcément ressentir des sentiments amoureux pour un homme? Pourquoi une femme qui devient amie avec un homme, ce n'est pas possible? Donc dedans on va plus ou moins nous expliquer que les femmes sont depuis toute petite éduquées et endoctrinées pour aimer uniquement les hommes. Le manga dénonce également la toute puissance de l'hétérosexualité. Quand je dis toute puissance, c'est que pour beaucoup de personnes ça apparaît forcément comme une évidence, et du coup le manga dénonce que ce n'est pas forcément si formaté que ça, ce n'est pas forcément si évident, qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué, pour qui ça demande beaucoup plus de temps de se trouver, et je dois avouer que c'est plutôt intéressant la manière dont c'est amené. Après, le début de l'histoire est franchement perturbant puisqu'en fait c'est un manga dans le manga. On commence à voir un petit peu les personnages et d'un coup ça change complètement de cadre, mais bon après on s'y fait vite hein, mais c'était la première fois que je voyais un manga débuter de la sorte. En dehors de ça, l'histoire est vraiment super drôle. J'ai beaucoup rigolé en la lisant, c'était un bon moment de lecture. J'ai également beaucoup apprécié le dessin de cette histoire. Je vais vous montrer une deuxième page pour que vous puissiez vous faire un avis un petit peu plus construit. Au Japon, la série est déjà terminée et elle fait 5 tomes. Elle est disponible en France au prix de 6,99 € et personnellement je lui mettrai la note de 16 sur 20 car je trouve l'histoire vraiment drôle et que même si le sujet ne m'intéresse pas spécialement à la base, j'ai vraiment trouvé l'approche super intéressante et ça m'a bien plu, donc voilà. On enchaîne ensuite avec la sortie chez Doki Doki du tome 1 de Birdcage Castle. Ce manga est un survival game assez original je trouve, enfin ça m'a pas paru aussi répétitif que dans les autres mangas du genre. Alors à voir après comment ça va évoluer, mais pour l'instant je dois avouer que j'ai été agréablement surpris. On va donc suivre une bande d'ados partis à la recherche de leur ami disparu, et pour cela ils se rendent dans un parc d'attractions abandonné, qui est le parc d'attractions, enfin un truc aux oiseaux, je me souviens plus exactement du nom pour être honnête. Ils ont décidé de se rendre là-bas car la dernière fois que leur ami a été aperçu c'était avec un homme, et que une des attractions de ce parc d'attractions est le château de la cage aux oiseaux, et une légende urbaine dit que quand on s'y rend avec la personne, enfin quand on s'y rend en couple avec la personne que l'on aime, on en ressort lié pour l'éternité. Donc ils se sont dit que si elle a fait une fugue amoureuse ou un truc dans le genre, il y avait de fortes chances qu'elle soit passée par là. Là où c'est intéressant, c'est qu'on est entre le survival game et le manga d'enquête. Mais pas juste, parce qu'habituellement c'est juste l'enquête sur comment sortir de cette merde, on va dire, quand ils sont dans un survival game. Là c'est comment sortir de ça, mais en même temps comment retrouver leur amie. Après c'est plus ou moins lié puisqu'il se trouve qu'elle est plus ou moins dans le même cas qu'eux, ou du moins ils le supposent. Je suis en train de penser que je vous ai dit qu'ils étaient en train d'essayer de se sortir de cette merde, mais je vous ai pas dit dans quelle merde ils étaient. On va peut-être commencer par là, c'est peut-être mieux. Une fois qu'ils sont rentrés dans le Birdcage Castle, ils se sont retrouvés dans une salle, enchaînés deux par deux, mais c'est un petit peu bizarre puisqu'ils ont un collier autour du cou, avec une chaîne qui relie le collier de l'autre personne, sauf qu'au milieu, il y a une sorte de connecteur qu'on peut débrancher plus ou moins facilement, mais cependant, c'est quelque chose quand même à éviter, puisque quand deux connecteurs sont séparés, les personnes meurent. Au bout d'un certain temps, c'est pas immédiat, mais ça bip au début, on leur dit attention, faut que tu te reconnectes quoi. Et pour survivre, ils doivent respecter absolument deux règles. C'est
toujours fonctionner par paire. Si quelqu'un décide de faire quelque chose et que l'autre ne veut pas, s'ils font deux choses différentes, ça ne marche pas. Il faut absolument qu'ils fassent les choses par paire. Et la deuxième règle, c'est qu'ils ont interdiction de revenir sur leur choix. Donc revenir en arrière, c'est la mort assurée. Le manga le dit ouvertement et du coup essaye de nous faire réfléchir quant au fait que tout ce qui se passe dans votre vie découle de choix que vous avez fait par le passé, et tout ce qui va se passer dans votre avenir va découler de choix que vous avez fait dans le passé et maintenant. Que rien n'arrive au hasard en gros. Mais je trouve ça intéressant le principe de devoir fonctionner par paire et que tout choix est définitif. Après par contre, pour ce qui est du dessin, personnellement ça ne m'a absolument pas transporté. Après c'est franchement pas non plus horrible hein, mais personnellement c'est pas ce que je préfère. À titre de comparaison, je préfère vraiment le dessin de A Romantic Love Story quoi. Au Japon la série se termine en 4 tomes, en général c'est relativement court quand même les survival games. Donc à voir comment le scénario va évoluer, s'il va être bien construit tout ça. Pour l'instant c'est vraiment sympa donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour la suite. Les tomes sont disponibles au prix de 7,50€ et personnellement je lui mettrai la note de 15 sur 20 car malgré un dessin qui ne m'a pas transporté, l'histoire était assez prenante quand même, je dois l'avouer. Mais une fois de plus ce n'est que mon avis personnel hein, pour que ça soit l'histoire ou le dessin, donc faites-vous votre avis, n'hésitez pas à le feuilleter avant de regarder. Je comprendrai tout à fait que pour vous ça puisse vous plaire et que vous trouviez ça fantastique. On passe ensuite chez Soleil Manga avec la sortie du tome 1 de Legendary Love. On va suivre les aventures de la jeune Saki qui va se retrouver transportée dans un monde imaginaire, mais ce monde imaginaire ne lui est pas totalement inconnu. Alors ce n'est pas comme dans Mar, donc je sais pas si vous connaissez le manga Mar où le héros est transporté dans le monde de ses rêves. Là en fait Saki est transportée dans le monde du roman préféré de sa mère. Donc sa mère lui en parle tous les jours elle lui rabâche l'histoire de ce roman, donc à force ça commence à le connaître plus ou moins bien et du coup ça lui permet de savoir dans quel monde elle se trouve, puisque certains éléments lui font comprendre direct que il y a un rapport entre le monde dans lequel elle se trouve et le roman de sa mère. Au début son envie va bien évidemment être de retourner dans le monde dans lequel elle vient, puisque sa mère lui manque, enfin bref que elle c'était pas son choix d'arriver là en fait concrètement, mais elle va se rendre compte que son existence et sa présence dans ce monde imaginaire est bien plus importante qu'elle ne le pensait au départ et qu'elle peut accomplir de grandes choses, puisque dans ce monde là tout le monde est régi au destin et personne ne peut en échapper. Cependant elle, venant d'un monde extérieur, elle n'est absolument pas régie par ça et peut sauver toutes les personnes dont le destin est plus ou moins tragique. Elle aurait aussi pu ruiner le destin de celles et ceux qui avaient un bel avenir hein, mais bon, on est dans un manga plutôt bonne ambiance, donc elle va décider de faire le bien autour d'elle. Le manga est assez drôle par moments sans que ce soit non plus la qualité principale, enfin en tout cas sinon c'est que c'est pas vraiment adapté à mon humour j'ai envie de vous dire, mais il y a quand même quelques passages drôles. Graphiquement j'ai trouvé ça relativement beau quand même. Donc je vais vous remontrer une planche pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Mais je pense que vous pouvez constater que graphiquement parlant c'est quand même assez qualitatif quoi. La série est en cours au Japon et fait actuellement 5 tomes. Elle est disponible en France au prix de 7,99€. Là par contre je ne comprends pas le prix mais bon tant pis. Et je lui mettrai personnellement la note de 14 sur 20 car même si graphiquement parlant je trouve que c'est vraiment soigné, l'histoire ne m'a pas transporté à l'heure actuelle. À voir comment ça va évoluer quand même. Mais pour l'instant voilà, j'en attends un petit peu plus de la série. Je dirais pas que j'ai été peu réceptif car en vrai j'ai bien aimé, mais je pense qu'on peut en attendre beaucoup plus de ce manga avec le scénario qu'il a, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. On enchaîne ensuite avec la sortie du tome 1 de Firefly aux éditions Komiku. Donc on va suivre les aventures d'une famille qui se rejoint à la campagne pour la veillée nocturne de la défunte grand-mère, enfin mère ou grand-mère, ça dépend de quel point de vue, enfin du point de vue de quel personnage on se place, puisque dans l'histoire on va y suivre deux générations, donc les parents et les enfants du coup qui vont voir la mère des pères. J'espère que c'était très clair pour vous parce que pour moi ça l'était pas du tout. On va refaire ce passage parce que franchement c'était pas terrible. On va voir plusieurs générations dans ce manga, c'est pour ça que je sais pas trop vous dire si c'est la mère ou la grand-mère qu'on est parti voir à la campagne. Enfin ça vous le comprendrez vite si vous feuilletez les premières pages du manga quoi. Nos protagonistes se rendent à la campagne pour la veillée nocturne de la défunte mamie. Au début tout se passait bien, c'était les retrouvailles entre les pères et les cousins. Sauf que on peut y voir qu'il y a quand même malgré tout quelques tensions entre eux. Ça reste quand même gentil, hein, ils sont pas en train de se faire la guerre H24, mais il y a quelques sujets qui gênent un peu quoi. Mais globalement tout se passait plutôt bien. Cependant, un soir, la grand-mère disparaît. Donc la grand-mère qui était morte, son cadavre se met à ramper, à courir et à partir. Donc c'est un petit peu bizarre. Et ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. Qu'il y a beaucoup trop de choses pas normales qui se passent. Donc en plus d'essayer de trouver des explications rationnelles à ce qui peut paraître
complètement farfelus, ils vont devoir en même temps essayer de rester soudés et de ne pas trop se prendre la tête entre eux quoi. Donc je trouve le scénario quand même assez bien trouvé, à voir comment ça va évoluer une fois de plus. Graphiquement c'est intéressant, on voit que le dessinateur a son propre style, après on adhère ou on adhère pas, mais personnellement je trouve ça assez sympa. Au Japon la série est terminée en 4 tomes, elle est disponible en France au prix de 8,50 € et personnellement je lui mettrai la note de 14 sur 20 car même si le sujet est plus ou moins intéressant on va dire, j'ai pas été super transporté pour l'instant, mais l'avantage c'est que comme c'est une série en 4 tomes, on devrait pas perdre trop de temps avec des trucs inutiles dans le scénario et ça devrait relativement bien avancer, donc à voir comment ça va évoluer. On enchaîne ensuite chez Kana avec la sortie du tome 1 de Retour aux sources. C'est pas vraiment du manga puisque c'est chinois, mais en vrai bon, ça c'est un détail j'ai envie de vous dire, personnellement moi je m'en fiche un peu, mais après je sais pas si pour vous c'est super important. Moi ce qui m'intéresse c'est juste de voir si l'histoire est bien ou pas, après le reste... Bon par contre je dois avouer qu'il y a quand même un truc de perturbant, c'est les prénoms du coup. Quand on est habitué à voir des prénoms japonais, voir des prénoms chinois, ça fait un petit peu bizarre. On va donc suivre les aventures de Shen Nuan Nuan, une jeune fille, enfin une jeune étudiante, et Xia Zixun. Xia Zixun, je crois, ou un truc dans le genre. Bref, on va pas passer 100 ans là-dessus. Shen, la jeune fille, est plus ou moins... disons que Xia Zixun ne la laisse pas indifférente, et que pour essayer de se rapprocher un petit peu plus de lui, elle va s'inscrire à un cours de culture folklorique taïwanaise. Et pour un dossier qu'ils ont à rendre après les vacances d'été, ils vont du coup partir tous les deux pour la ville de Daxi, qui est le village natal de Xia Zixun, et on va donc les voir évoluer dans un environnement qui était censé être plus ou moins familier du coup au jeune homme, et qui en fait après, je crois que c'est 7 ou 8 ans qu'il a passé sans y retourner, se retrouve en fait presque autant dépaysé que notre héroïne Shen, qui elle pour le coup est complètement dépaysée. Graphiquement je trouve ça vraiment très joli, même si ce n'est pas un japonais qui fait ça, on est quand même très proche du style japonais, enfin c'est du manga quoi, hein, tout simplement. Mais des fois quand on change de pays, le style change un petit peu aussi également, là ça ne se voit absolument pas la différence. C'est une série qui se termine en 2 tomes, hein, puisque comme vous pouvez le voir ici, c'est le tome 1 sur 2. C'est publié chez Kana comme je vous l'ai déjà dit, mais dans une collection un petit peu particulière, c'est la collection Made In, c'est un format différent et du coup le prix lui est plus élevé et on va les retrouver au prix de 12,70 €. Après pour ce qui est de la note, je suis vraiment embêté parce que j'ai bien aimé au début et puis je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup je me suis vraiment ennuyé en lisant le manga. Je dirais que je passe d'un 16 à un peu réceptif, alors je sais pas trop pourquoi, est-ce que moi je suis passé dans un mood différent en le lisant? Disons qu'une lecture, suivant dans quel état d'esprit on est en le lisant, on va pas du tout l'apprivoiser de la même manière. Alors je ne sais pas si dans ma tête, je sais pas, genre j'ai pété un câble et du coup je me suis trop fait chier en le lisant, ou si c'est l'histoire qui perd de son intérêt. Alors si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire des retours concernant cette œuvre. J'aimerais vraiment savoir si c'est vraiment moi qui ai pété un câble ou si c'est vraiment l'histoire qui perd quoi. On passe ensuite chez Glénat avec la sortie du tome 1 du manga Orion. Déjà avant de continuer, sachez que c'est un manga français, scénarisé par un youtubeur que vous connaissez peut-être qui s'appelle INK. Je sais pas comment ça se dit. Je me suis jamais posé la question de comment ça se prononçait, mais on va dire INK. On va dire INK. INK. Je m'excuse vraiment platement si jamais j'ai écorché le nom. Faut pas voir ça comme de la moquerie ou quoi que ce soit, c'est moi, c'est juste, voilà, désolé. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre les aventures de Koza et sa bande qui souhaitent se rendre à Landgrave, qui est la cité interdite, pour retrouver Vika, qui est le grand frère de Koza. Donc ça en gros c'est la trame principale de ce tome numéro 1, pardon. Après ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans ce manga, c'est que même si on a un personnage principal donc qui est Koza, il n'est pas une personnalité écrasante, il est même plutôt souvent au second plan dans l'histoire je trouve. Enfin c'est mon avis personnel, et ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que ça laisse pas mal de place à d'autres personnages de se développer. Donc je trouve la démarche intéressante, ça doit être volontaire je pense, hein, je ne sais pas. Mais personnellement c'est ce que moi j'ai ressenti en lisant ce manga et je trouve ça vraiment cool. Graphiquement il se passe quelque chose, j'adore le style, je sais pas pourquoi, mais personnellement je trouve que NIB a fait vraiment un travail monstrueux sur ce manga. Je trouve ça vraiment joli. Pour revenir vite fait un petit peu à l'histoire, quand je vois comment se termine le tome 1, je me dis qu'il y a vraiment moyen de faire un truc excellent pour la suite. Déjà que le tome 1 est bon, mais il y a vraiment moyen de faire une histoire monstrueuse
après, donc j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2 qui sort au mois de juillet. Je crois que c'est le 4 juillet qu'il a annoncé ou un truc dans le genre, je veux pas dire de bêtises. Donc au Japon la série n'est ni en cours ni terminée hein, puisque c'est un manga français. J'espère très fortement qu'il sera exporté un jour comme Radiant parce que c'est un bon manga. Dire qu'il arrivera à se faire une place entre les fers de lance du shonen actuel au Japon, ça me paraît peut-être un petit peu compliqué. C'est vraiment tout le mal que je lui souhaite, mais il y a quand même vraiment une concurrence assez rude actuellement quand même hein. Que ça soit avec My Hero Academia, que ça soit avec Black Clover, que ça soit avec The Promised Neverland, que ce soit avec Seven Deadly Sins aussi, il y a vraiment énormément de gros shonen à l'heure actuelle. Ils sont disponibles au prix de 6,90 €. Je lui mettrai la note de 17 sur 20. Ça va peut-être vous paraître beaucoup, mais l'histoire est intéressante et vraiment prometteuse. Le dessin est vraiment sympa et en plus c'est français. Donc encourageons nos mangas français. Soyons-en fiers. Dernière nouveauté de la semaine que je pouvais vous présenter, Shiki-un, la sortie du tome 1 de Lost Children. C'est un excellent manga qui va parler d'un monde qui est régi par différentes castes sociales, dans lequel on va suivre les aventures de Ran, qui fait partie de la caste sociale la plus pauvre et la plus mise à l'écart, et qui va intégrer des troupes rebelles contre l'ordre établi. Il va essayer de renverser les différentes castes qui existent, de sauver les plus pauvres de la misère à laquelle ils sont promis. Je trouve le combat vraiment beau, je trouve la manière dont c'est raconté vraiment intéressante. On apprend également qu'il avait un frère de cœur, donc la personne que vous voyez au-dessus, qu'on va apprendre à connaître par la suite, qui lui ne fait pas du tout partie de la même caste que lui fait partie plutôt des personnes nobles, mais qui malgré tout en a fait son ami, même si Ran était du coup lui un pauvre, qui a su voir au-delà de sa caste sociale. J'ai vraiment beaucoup apprécié la lecture de ce manga, c'est vraiment un tome qui se lit bien, qui est assez fluide, c'est vraiment très agréable. Pour ce qui est du dessin, comme vous pouvez le voir, c'est assez sombre. Même si c'est pas tout le temps comme ça reste globalement pas super lumineux. Cependant, je dois avouer que j'ai quand même vachement apprécié le dessin de ce manga. C'est très réussi je trouve. Ce n'est que mon avis, mais voilà. Je n'ai pas réussi à savoir en combien de tomes c'était au Japon, si la série était terminée ou pas. J'ai pas trouvé, alors... Sur Manga News, c'était pas écrit. La série est disponible en France au prix de 7,90 € et personnellement je lui mettrai la note de 17 sur 20 car le dessin m'a vraiment plu et j'ai trouvé l'histoire vraiment super intéressante. J'aime bien le concept du c'est pas parce qu'on nous prévoit un avenir pourri qu'on va vraiment avoir un avenir pourri. C'est à nous, c'est nous qui choisissons de le changer ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, un état d'esprit que j'aime bien. C'est donc fini pour les nouveautés de la semaine que je pouvais vous présenter. On va maintenant passer à une petite exception puisque c'est le tome 2 de Toi ma belle étoile que j'ai oublié de vous présenter dans la vidéo sur les suites de la semaine, j'en suis désolé. Je l'avais mis à part, enfin je l'avais mis avec les nouveautés pour pouvoir le lire, comme le tome 1 est sorti le mois dernier. D'ailleurs je suis étonné de voir le tome 2 sortir ce mois-ci du coup. Je voulais le lire parce que je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que l'histoire ne m'avait vraiment pas transporté dans le tome numéro 1, mais que à voir comment ça allait évoluer. Le truc c'est que je vais pas du tout avoir le temps, donc enfin pas du tout avoir le temps avant que la vidéo sorte, je le lirai peut-être après. Aux éditions Nobinobi, disponible au prix de 6,95 €. On va donc maintenant passer aux nouveautés de la semaine que je n'ai pas pu avoir. Il y en a pas eu beaucoup. On a eu chez Pika la sortie du tome 1 de Sunny Sunny Anne. Et ensuite toutes les autres nouveautés que je n'ai pas pu avoir, c'était les sorties des éditions IDP. Je vous les ai mises aujourd'hui parce que sur le site de Manga Sanctuary, elles étaient annoncées, enfin les sorties étaient annoncées pour le vendredi 4, mais sur le site de Manga News, ils étaient annoncés pour le lundi 7. Ne sachant pas trop, j'ai préféré vous les mettre aujourd'hui plutôt que de vous les mettre en retard la semaine prochaine du coup. Aux éditions IDP, on a eu le tome 1 de Asa et Mithya, le tome 1 de Calendula of Limbo, le tome 1 de Coyote, le tome 1 et 2 de Depth of the Field, le tome 1 de Dragless Sex, le tome 1 de I Can't Be Helped, le tome 1 de L'étranger du Zéphyr, et pour finir le tome 1 du carnet d'expérience d'Endo-kun. Donc tout ce qui est édition IDP, ce sont des yaoi. C'était donc tout pour les nouveautés de la semaine du 30 avril au 6 mai. J'espère vraiment que vous aurez apprécié regarder cette vidéo. C'est très important, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format où les deux vidéos sont séparées, que je sache à peu près comment me situer vis-à-vis de ça, puisque je comprends que même s'il n'y a pas beaucoup de sorties, ça pourrait vous faire des vidéos plus courtes à regarder, et du coup par la même occasion moins vous ennuyer quoi. Donc je vous attends dans l'espace commentaire. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine, ciao ciao.